Hervé Villard. Ce nom résonne comme un écho d'un âge d'or, celui de la pop française, où les chansons parlaient d'amour, de douleur et d'évasion. Si son visage est familier et sa voix gravée dans la mémoire collective grâce à Caprice est fini, peu savent à quel point sa vie, en dehors des projecteurs, fut marquée par des blessures profondes, des secrets longtemps tus et une quête incessante d'amour et de paix. Car derrière l'icône se cache une histoire bien plus tourmentée, celle d'un enfant abandonné, d'un adolescent révolté, d'un homme en perpétuelle recherche de lumière. Chaque étoile a sa lumière, mais aussi ses zones d'ombre. Si tu veux continuer à les explorer avec moi, abonne-toi, active la cloche, et laisse un like pour soutenir ce travail. Et si quelque chose t'a marqué, les commentaires sont là pour ça. René Villard, c'est sous ce nom qu'il voit le jour, par une nuit d'été, à l'arrière d'un taxi lancé à toute vitesse vers l'hôpital Saint-Antoine à Paris. C'était le 24 juillet 1946. Dès ses premières secondes de vie, la précarité et la solitude semblent l'encercler. Il ne connaîtra jamais son père, un homme corse disparu avant même sa naissance. Sa mère, vendeuse de violettes aux abords des rues parisiennes, se retrouve vite dépassée. Une voisine l'accuse d'alcoolisme et les services sociaux la déclarent inapte. René n'a que 6 ans lorsqu'il est arraché à sa mère et placé à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul. Là, dans cette institution austère, les jours s'étirent en silence et en peur. L'enfant y subit des violences inimaginables, des abus répétés, des coups, des humiliations. Le martinet devient son compagnon quotidien, laissant sur sa peau des traces, mais marquant surtout son esprit d'un profond sentiment d'injustice. Il tente de s'échapper, à plusieurs reprises, sans succès. Mais ce refus de se soumettre, cette rébellion intérieure, deviendra l'un de ses moteurs les plus puissants. Ces fugues successives lui valent d'être placé dans diverses familles d'accueil. Pour la plupart, il n'est qu'une charge, un enfant de passage. Certaines, bien qu'un peu plus humaines, sont trop pauvres pour lui offrir plus qu'un toit et un repas frugal. Mais au cœur du Berry, une famille de fermiers modestes l'accueille différemment. Avec simplicité, tendresse, et l'instinct d'un amour sincère. Là, pour la première fois, René goûte à une forme de calme. Et c'est dans ce coin de campagne oublié qu'il rencontre l'abbé Engrand, un homme d'église qui va bouleverser le cours de sa vie. L'abbé l'initie à la musique, à la littérature, lui offre des livres, l'écoute chanter. René découvre alors ce que personne jusqu'ici n'avait vu. Sa voix, sa sensibilité, son potentiel. Il devient servant de messe, chante dans l'église, et sa voix ne tarde pas à attirer les éloges. À 12 ans, il obtient son certificat d'études avec mention. Un petit triomphe, discret, mais essentiel. Pourtant, son avenir semble déjà écrit par d'autres. À 14 ans, on l'envoie apprendre le métier de maçon à Felletin. Une voie sûre, mais étroite. Trop étroite pour un jeune garçon qui rêve de musique et d'évasion. Il s'enfuit. Encore. En 1962, à 16 ans, René quitte tout pour rejoindre Paris. Cette ville immense, électrique, dangereuse et fascinante. Il y découvre un monde interlope, celui des nuits de Pigalle, des trottoirs malfamés, des marges de la société. Il fréquente les voyous, les prostituées, s'essaie au vol, au vandalisme. Il tague des slogans sur les murs, des phrases comme OAS vaincra ou Libérez Saigon, plus par provocation que par conviction. Il finit par se faire arrêter, et c'est dans une maison de redressement qu'il atterrit, une fois encore prisonnier d'un système qui ne lui offre aucune issue. Mais là encore, au milieu de l'enfermement, une voix en lui continue de chanter. Il passe des auditions, cherche des occasions de se faire entendre, animé d'une volonté inextinguible. Et puis un jour, alors qu'il erre dans le quartier de Montparnasse, un peintre remarque ce jeune garçon au regard creux et à l'estomac vide. Il lui tend un bout de sandwich, l'invite à le suivre à une exposition. Là, au milieu des œuvres et des regards, René rencontre Daniel Cordier. Ancien secrétaire de Jean Moulin, figure de la Résistance, mais surtout marchand d'art reconnu, Cordier perçoit chez René une intensité brute, un éclat encore sauvage. Il décide de le prendre sous sa protection, devient son tuteur légal. Pour la première fois, René se sent reconnu, respecté. Grâce à Cordier, il découvre la haute société parisienne, croise des noms illustres comme André Malraux, Pierre Mendès France, Francis Bacon. Le garçon abandonné devient un jeune homme introduit dans les cercles les plus brillants de la capitale. Il trouve un emploi dans un magasin de disques sur les Champs-Élysées, commence à se produire comme DJ dans des boîtes de nuit, notamment au célèbre Bus Palladium. Chaque centime gagné sert à payer des cours de chant. Il persévère, affine sa voix, son style.
Puis, en décembre 1964, il enregistre son premier 45 tours, sous un nouveau nom, Hervé Villard. Une création de scène, plus douce, plus vendeuse. Le disque sort avec 2 titres, Je veux chanter ce soir et Une voix qui t'appelle, mais ne rencontre pas le succès espéré. Peu importe. Il refuse de céder aux demandes de la maison de disques, qui veut qu'il chante des reprises américaines. Il insiste pour écrire ses propres chansons, raconter ses propres mots. On lui accorde 2 mois pour faire ses preuves. Il ne fléchit pas. Et cette ténacité finit par payer. En 1965, alors qu'il traverse une station de métro, une affiche publicitaire attire son attention, Capri. Il en fait une chanson. Capri c'est fini. Sa maison de disques hésite, mais son producteur Roland Hilda décide de tenter le pari. Le morceau sort. Et tout change. Le succès est immédiat, foudroyant. La chanson grimpe en tête des classements, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Elle est traduite, reprise, chantée partout, du Brésil à la Turquie. Plus de 400 000 exemplaires vendus rien qu'en France. Hervé Villard, l'enfant battu, l'orphelin en fuite, devient une star. Dans la foulée de son envol artistique, Claude François multipliait les tournées, se produisant dans des lieux prestigieux comme le Palais d'Hiver à Lyon. Son premier album, qui contenait le titre Capri c'est fini, se vendit à 50 000 exemplaires, consolidant sa place dans le monde de la musique. La montée de sa popularité ne cessait de croître, et à la fin de l'année 1965, il parcourait déjà l'Europe en tournée, allant jusqu'à se produire à Moscou et au Liban. Il partageait la scène avec des géants de la chanson française tels qu'Adamo et Michel Thor, et c'est aussi durant cette période qu'il se lia d'amitié avec la légendaire Dalida, qui devint sa marraine et mentor. Mais le succès n'allait pas sans turbulence. En 1966, alors que son nom était sur toutes les lèvres, Hervé Villard dut faire face à une série de revers. Malgré la sortie de plusieurs singles à succès comme Fais-la rire ou Mourir ou vivre, les ventes commencèrent à chuter. Les médias, toujours prompts à aduler puis à détruire, retournèrent leur veste, certains allant même jusqu'à annoncer la fin prématurée de sa carrière. En réponse, son entourage monta une fausse tentative de suicide, une opération de communication désespérée pour raviver l'intérêt du public et susciter la sympathie. L'année suivante, en 1967, un tournant s'opéra. Villard se vit offrir l'opportunité d'enregistrer une chanson de Jacques Revaux, comme d'habitude. Mais, en raison de divergences artistiques, il déclina. Ce titre devint finalement My Way, rendu immortel par Claude François puis Frank Sinatra. Ce fut un rendez-vous manqué avec l'histoire. Cette même année, Villard fit un geste encore plus audacieux. Il révéla publiquement sa bisexualité dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel. À une époque où ces sujets étaient tabous, particulièrement dans le monde du spectacle, cette déclaration fit l'effet d'une bombe. Tandis que certains de ses conseillers redoutaient une ruine médiatique, Villard persista, assumant son identité et emmenant sa musique en Amérique latine, où il rencontra un accueil chaleureux. Des titres comme Yo Tengo Pena ou Un Adieu devinrent des succès, notamment en Argentine, où il acquit le statut de star. De retour en France en 1969, fort d'une solide base de fans internationaux, il continua de sortir des albums très populaires dans le monde hispanique. Ses chansons Sayonara, Amor Caro ou encore Amor Bello firent danser les foules. Les années 1970 marquèrent une véritable renaissance. En 1971, le single Nous devint un immense succès, certifié disque de platine avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Ce succès fut suivi par la réédition de Capri c'est fini, écoulé à plus de 250 000 exemplaires. Son concert à l'Olympia en 1980, ainsi que la sortie d'un album live, confirmèrent son retour au sommet. Au début des années 1980, Hervé Villard redevenait une figure incontournable de la pop française avec des tubes comme Reviens ou Je l'aime tant. Toutefois, la fin de la décennie marqua un ralentissement. Son album Les chansons que j'aime ne trouva pas son public et l'artiste entra dans une phase plus introspective. Malgré cela, il poursuivit les tournées et les projets. En 1990, il sortit l'album L'amour défendu, dans lequel il évoquait la crise du VIH-Sida. Il fit également un retour remarqué à l'Olympia et reçut l'Ordre national du mérite des mains de Jean-Paul Belmondo en 1995. Son héritage fut renforcé cette même année avec la compilation La vie est belle, Le monde est beau, son dernier disque d'or. Les années suivantes furent rythmées par des tournées nostalgiques et des concerts rendant hommage à ses plus grands titres. En parallèle, Villard entama une nouvelle phase de sa vie artistique. En 2004, il lança une salle de spectacle dans le Berry,
sa région natale. 2 ans plus tard, il publia son autobiographie L'âme seule, saluée par la critique et le public. Il s'ouvrait alors à de nouveaux horizons, flirtant avec la musique classique et la poésie littéraire, confirmant sa polyvalence et sa longévité. Mais c'est sans doute son geste le plus courageux, son coming out, qui marqua un jalon décisif dans sa vie et dans la culture populaire française. Il le fit sans tapage, simplement, lors d'une interview. « Ma copine s'appelle Robert », répondit-il à Jacques Chancel, déclenchant un véritable séisme médiatique. Ce choix n'était ni stratégie ni provocation. C'était une vérité, une sincérité crue dans un monde encore profondément conservateur. Le choc fut grand, les critiques acerbes, et Villard se heurta à une pluie d'attaques homophobes. Des collègues prirent leur distance, et les médias, comme le célèbre Salut les copains, refusèrent obstinément d'aborder le sujet. Il se heurtait à un mur de silence, à une époque où l'on préférait ignorer ce qui dérangeait. Pourtant, il resta debout. Il n'avait aucun regret. Il se disait simplement en paix avec lui-même. Ce courage, cette authenticité, furent aussi une forme de militantisme discret. En parlant de sa sexualité, il ne cherchait pas à choquer, mais à exister tel qu'il était. Dans une époque où d'autres artistes homosexuels restaient dans l'ombre, lui choisissait la lumière. Et bien qu'il ait subi l'hostilité de certains milieux, le public, peu à peu, s'adapta. Comme il le dira plus tard, ça n'a rien changé. Les gens s'en fichaient. Mais derrière l'image publique, la vie privée d'Hervé Villard était marquée par une douleur plus intime, celle de l'amour et de la paternité perdue. Il rêvait de famille. Ce rêve prit forme lors de sa rencontre avec Kim Harlow, une danseuse sublime du Lido, rencontrée par hasard sur un vol de Nice à Paris. Ce fut le coup de foudre. Rapidement, ils emménagèrent ensemble, partageant une vie douce et remplie d'espoir. Villard, pour la première fois, pensa sérieusement à fonder une famille. Il lui proposa le mariage, imaginant une vie simple et heureuse. Mais la réalité rattrapa leur rêve. Les carrières, les déplacements, les exigences de la célébrité vinrent à bout de leur histoire. Leur séparation fut un crève-cœur. Et pire encore, quelques années plus tard, en 1992, Villard apprit que Kim était morte brutalement d'une méningite, alors qu'elle était enceinte. Leur enfant, un petit garçon qu'ils avaient déjà nommé Pedro ou Pierre, n'avait pas survécu. Le chanteur perdit, en un seul coup, la femme qu'il aimait et l'enfant qu'il avait tant désiré. Ce n'était pas la première fois que le destin lui arrachait un futur rêvé. Des années auparavant, en Amérique latine, il avait aimé Consuela, une jeune femme du Chiapas, au Mexique. Elle aussi attendait son enfant lorsqu'un tragique accident de voiture l'emporta. À elle aussi, Villard dédia une chanson, « Pour toi ce n'était rien », qu'il chanta chaque année à l'Olympia entre 1979 et 1985, comme une prière muette. 2 femmes. 2 enfants à naître. 2 tragédies inoubliables. Toute sa vie, Hervé Villard porta en lui ses absences comme des brûlures invisibles. Il n'oublia jamais. Et bien que le monde ne voit en lui qu'un chanteur populaire, derrière les projecteurs vivait un homme qui avait connu la gloire, la solitude, l'amour, et le deuil d'un avenir qu'on lui avait volé. Marqué par l'amour des femmes, Hervé Villard connut des passions aussi intenses que déchirantes. Des femmes qui, tour à tour, lui offrirent des instants de bonheur et des blessures irréparables. Kim Harlow, celle qu'il avait tant aimée, fut bien plus qu'une compagne. Elle incarna l'espoir d'un foyer, d'une famille, de ce rêve simple mais fondamental d'un amour inconditionnel et durable. Sa mort, tout comme celle de Consuela avant elle, laissa en lui un vide immense. Un gouffre dans le cœur qu'aucun succès, aucune scène, aucune chanson ne parvint jamais à combler. Dans ces dernières années, Hervé Villard ne put fuir les souvenirs de ses amours envolés, de ses espoirs éteints. « Je voulais être père, créer une famille », confia-t-il un jour avec une sincérité bouleversante. Mais le destin, implacable, semblait à chaque fois lui retirer ce qu'il avait de plus précieux, comme un fil du bonheur sans cesse brisé. En 1995, lorsqu'il apprit la mort de Kim alors qu'elle attendait leur enfant, ce fut le dernier coup, celui qui scella définitivement le chapitre de ses rêves familiaux. « Je ressens encore le poids de sa perte », disait-il. « C'est comme si on m'avait volé une partie de moi. Quelque chose que je ne retrouverai jamais. » Ainsi, malgré une carrière éclatante et des salles pleines à travers le monde, la vie privée d'Hervé Villard demeura une tragédie discrète mais profonde. Celle d'un amour perdu, d'un père qui ne le fut jamais, d'un homme hanté par l'enfant qu'il n'a pas connu. C'est dans cette douleur et cette solitude que le destin lui offrit, pourtant, une dernière chance de se réconcilier avec son passé. Lorsqu'il racheta le presbytère de la Solette,
Ce lieu chargé de mémoire, tout changea. Ce n'était pas qu'une bâtisse à restaurer, c'était une part de lui-même à reconstruire. Là, dans cette maison d'enfance devenue refuge d'adultes, il réunit les morceaux épars de son existence. Il y vécut pendant près de 30 ans, entouré de nature, de silence et de livres. 2 oliviers gardaient l'entrée, l'un venu de Capri, l'autre offert par le pape Jean-Paul II. Symbole d'un homme entre terre et ciel, entre douleur humaine et quête spirituelle. C'est ici que je me sens chez moi, disait-il. Et dans cette maison reconstruite pierre par pierre, il retrouva, sinon la famille qu'il avait tant désirée, du moins la paix qu'il avait tant cherchée. En 2016, il décida de vendre la Solette. C'est fini pour moi ici, dit-il sobrement. Mais les souvenirs, eux, restèrent. Comme les murs qu'il avait relevés, son âme portait à jamais l'empreinte de ce lieu. Aujourd'hui, Hervé Villard a plus de 80 ans. Son histoire est celle d'un enfant abandonné devenu star, d'un homme brisé qui chercha toute sa vie l'amour, et qui, au milieu du tumulte, réussit à trouver un semblant de paix. Une vie faite de douleur mais aussi de résilience. Une vie qui nous rappelle que les blessures du passé peuvent devenir les fondations d'un avenir plus doux. Et vous, pensez-vous qu'Hervé Villard ait fini par trouver la paix qu'il cherchait? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.